Mon propre fils a organisé un dîner élégant pour célébrer sa promotion. Il m'a regardé et a dit « Ne descends pas, papa, tu me fais honte ». Et comme si cela ne suffisait pas, il a ajouté « Ma belle-mère va s'asseoir à ta place ». J'ai simplement souri. Quand tout le monde était à table, je suis descendu. Et que s'est-il passé? J'étais debout dans le couloir du 2e étage de ma propre maison quand j'ai entendu mon fils prononcer ces mots. Des mots que je n'aurais jamais imaginé sortir de la bouche de quelqu'un que j'ai engendré, nourri, habillé et éduqué seul pendant près de 30 ans. « Papa, ne descends pas, tu me fais honte ». Maxime se tenait à l'entrée de ma chambre, vêtu d'un costume gris anthracite impeccable, cheveux coiffés en arrière d'une manière si parfaite qu'on aurait dit qu'ils avaient été sculptés. Il tenait une coupe de champagne par le pied et ses yeux noisettes qu'il avait hérités de sa mère, me regardaient avec une froideur que je n'avais jamais vue auparavant. Ce n'était pas de la colère, c'était pire. C'était du mépris. « Tu as entendu ce que j'ai dit ?» Il a répété d'une voix basse mais tranchante, comme s'il réprimandait un employé incompétent. « Reste là-haut. Les invités arrivent et je ne peux pas risquer que tu apparaisses comme ça. » Comme ça? Je me suis regardé. Je portais ma veste en tweed marron, celle que j'avais achetée aux Galeries Lafayette il y a 10 ans, ce que j'avais de mieux. Simple, c'est vrai, mais propre, bien repassé, digne. Mes cheveux grisonnants étaient peignés, coiffés en arrière. J'avais même mis ma cravate bordeaux discrète. « Maxime, c'est ma maison », j'ai commencé à dire, mais il m'a coupé d'un geste impatient de la main, faisant osciller dangereusement le liquide doré de sa coupe. « Techniquement, c'est la tienne, oui, mais ce soir, elle doit paraître convenable. » Il a regardé autour de ma chambre avec cette expression que je connaissais bien, le même regard qu'il portait quand il passait devant des boutiques qu'il considérait trop populaires. « Et toi aussi, tu dois paraître convenable, papa, mais comme ça ne va pas arriver... » Il a haussé les épaules. C'est à ce moment-là que j'ai entendu des pas monter l'escalier. Une femme est apparue derrière mon fils. Geneviève, sa belle-mère, 60 ans, cheveux teints d'un blond cendré sophistiqué, robe en soie couleur bordeaux qui coûtait probablement plus que 3 mois de mon ancien loyer quand j'étais ailleurs. « Maxime, chéri, ton patron vient d'arriver », a dit Geneviève avec ce ton mélodieux qu'elle utilisait, comme si elle narrait éternellement une publicité pour un parfum cher. Puis elle m'a vu. « Ah, bonjour Henri. » Pas Monsieur Henri, non. Juste Henri, comme si j'étais l'employé de maison. « Geneviève va s'asseoir en bout de table ce soir », a annoncé Maxime. Et à ce moment-là, j'ai tout compris. À ta place habituelle. Elle s'est parlé de vin, de voyage, d'affaires, ces choses que tu ne comprends pas. En bas, je pouvais entendre des voix, des rires polis, le tintement des coupes. La maison que j'avais construite brique par brique, littéralement, était remplie d'étrangers élégants qui célébraient le succès de mon fils. Et j'étais en train d'être enfermé dans ma propre chambre, comme un parent fou qu'on doit cacher. « Alors c'est comme ça ?» j'ai demandé, et ma voix est sortie plus ferme que je ne l'espérais. « Tu vas m'enfermer ici pendant que tu fais comme si je n'existais pas ?» Maxime a soupiré comme si j'étais difficile. « Ne sois pas dramatique, c'est juste pour ce soir. Demain tu pourras reprendre ta routine normale. Mais ce soir c'est important pour moi, papa, et je ne peux pas te laisser tout gâcher. » Geneviève a posé sa main sur l'épaule de mon fils dans un geste de solidarité. Maxime a tellement travaillé pour arriver jusqu'ici. Je suis sûr que vous comprenez, Henri. Elles me regardaient toutes les deux, attendant que je baisse la tête, ferme la porte et disparaisse. Et c'est là que j'ai souri. Un petit sourire, tranquille. Le genre de sourire de quelqu'un qui sait exactement ce qu'il va faire. « D'accord », j'ai dit, « je ne descendrai pas. » Le soulagement sur le visage de Maxime a été instantané. « Parfait. Merci de comprendre, papa. » Il se tournait déjà, Geneviève à ses côtés, quand j'ai ajouté « Pas encore ». Elles se sont arrêtées. Maxime a regardé en arrière. « Comment ça ?» J'ai dit que je ne descendrai pas encore, mais quand je descendrai, j'ai laissé la phrase en suspens, ce sourire toujours sur mes lèvres. « Quand je descendrai, mon cher fils, tu regretteras de ne pas m'avoir laissé rester ici. »
J'ai vu la confusion sur son visage, l'irritation, mais aussi une lueur de peur. Elles sont descendues. J'ai fermé la porte de ma chambre lentement et me suis assis au bord de mon lit. Ce lit double que j'avais partagé avec Marguerite pendant 40 ans avant qu'elle ne parte et me laisse seul avec un garçon de 8 ans et une pile de factures à payer. De la fenêtre de ma chambre, je pouvais voir les voitures de luxe garées devant la maison. Une BMW noire, une Audi grise, une Mercedes blanche. Je pouvais entendre la musique d'ambiance douce que Maxime avait mise, quelque chose de classique, piano et cordes. J'ai ouvert le tiroir de ma table de nuit. À l'intérieur se trouvait une enveloppe Kraft. Je l'ai prise, j'ai passé mes doigts sur la surface rugueuse du papier. À l'intérieur se trouvait tout ce dont j'avais besoin. 3 semaines plus tôt, j'avais découvert ce que mon fils préparait. 3 semaines à faire semblant de ne rien savoir. 3 semaines à préparer ma réponse. En bas, j'ai entendu un toast. À Maxime, le nouveau directeur régional. Rire, applaudissements. J'ai regardé l'horloge. 20h15. Il devait servir le plat principal maintenant, ce buffet sophistiqué que Maxime avait fait venir pour 8 000 €. 8 000 € pour un dîner. J'avais élevé un fils avec mon salaire de tailleur, avec moins que ça par mois. Je me suis levé, j'ai lissé ma veste en tweed, j'ai pris l'enveloppe, je me suis regardé dans le miroir. Mes 68 ans me regardaient en retour. Cheveux grisonnants, rides autour des yeux, mains calleuses de décennies de travail. « Tu me fais honte !» avait dit mon fils. J'ai respiré profondément, j'ai ouvert la porte et je suis descendu les escaliers. Le son étouffé de mes chaussures en cuir faisait un bruit doux sur les marches en bois. Quand je suis arrivé au milieu de l'escalier, j'ai pu voir la salle à manger. La table était magnifique, je dois l'admettre. Nappe blanche immaculée, énormes arrangements floraux, argenterie étincelante. 15 personnes assises, toutes habillées comme si elles allaient à un gala. Et là, en bout de table où je m'asseyais toujours le dimanche, se trouvait Geneviève, avec ce sourire de quelqu'un qui a conquis un territoire. Maxime était debout, faisant toujours son discours de remerciement. Et je remercie tout particulièrement le soutien de ma famille. C'est alors qu'il m'a vu. Le verre de vin s'est arrêté en l'air, le sourire s'est figé, tous les visages se sont tournés vers moi. Le silence a été si profond que je pouvais entendre l'horloge du salon marquer les secondes. Je suis descendu le reste de l'escalier lentement, chaque pas résonnant dans cette salle à manger et parfaitement décorée. « Papa !» Maxime a commencé, la voix rauque d'embarras. « Je t'ai dit de rester là-haut. » « Je sais. » Je me suis approché de la table. Tous me regardaient, certains avec curiosité, d'autres avec pitié, Geneviève avec un mépris mal dissimulé. Mais je suis juste venu remettre quelque chose. J'ai posé l'enveloppe Kraft sur la table, bien au milieu, entre les coupes en cristal et les assiettes en porcelaine. « Qu'est-ce que c'est ?» Maxime a demandé, mais sa voix était trop fine. « Ouvre », j'ai dit, devant tout le monde. Après tout, cette soirée est pour célébrer les réussites, n'est-ce pas ? Et c'est là que tout a changé. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous à la chaîne Les Conseils de Papy, parce que ce qui s'est passé quand il a ouvert cette enveloppe, vous n'allez pas y croire. Et je vais raconter chaque détail. Mais avant de raconter ce qu'il y avait dans cette enveloppe, vous devez comprendre comment je suis arrivé là, comment un homme de 68 ans, en veste de tweed marron simple, a eu le courage de descendre ces escaliers, sachant qu'il serait humilié. Parce que je ne suis pas né fort. Je le suis devenu. J'avais 22 ans quand j'ai rencontré Marguerite. Elle était vendeuse dans une boutique de tissus du Marais où je travaillais comme apprenti tailleur. Mains toujours pleines d'épingles, sourire large, manière simple d'être. On s'est mariés 6 mois plus tard à la mairie du 11e arrondissement avec 2 témoins qu'elle avait appelés du magasin. Pas de fête, pas de robe blanche. Mais j'étais heureux. Marguerite gagnait peu, mais elle était honnête. Chaque 15 du mois, elle apportait l'argent à la maison, le mettait dans ma main et disait « Fais-le durer, Henri, tu es bon pour ça ». Et je le faisais durer. J'achetais en gros, je cuisinais pour toute la semaine, je raccommodais les vêtements jusqu'à ne plus pouvoir. Quand Maxime est né, j'avais 23 ans.
C'était dans un hôpital public, un accouchement qui a duré 14 heures. Marguerite est restée à l'extérieur de la salle, marchant d'un côté à l'autre, se rongeant les ongles. Quand l'infirmière a apporté notre fils, j'ai vu des larmes dans ses yeux. « Il aura tout ce que nous n'avons pas eu », elle a dit en embrassant le front de Maxime. « Je te le jure, Henri, ce garçon va étudier, il aura des opportunités. » Et elle a essayé de tenir parole. Pendant 8 ans, Marguerite a travaillé comme une forcenée. Elle faisait des heures supplémentaires, prenait des services le week-end, cousait des ourlets tard le soir pour gagner quelques euros de plus. Tout pour que Maxime ait des cahiers neufs, des crayons de couleur, des chaussures sans trous. Je travaillais aussi, je taillais à domicile, des costumes sur mesure, des ajustements de pantalons, des retouches. Ma vieille machine à coudre que ma mère m'avait laissée ronronnait jusqu'à tard dans la nuit, pendant que Maxime dormait dans la chambre d'à côté. On n'avait pas grand-chose, mais on avait la paix, jusqu'à ce mardi-là. Maxime avait 8 ans. Je venais de le chercher à l'école quand le téléphone a sonné. C'était le patron de l'atelier, la voix tremblante. « Monsieur Dubois, il y a eu un accident. » Le monte-charge s'était effondré. Marguerite était en dessous en train de faire une réparation. 43 ans, morte sur le coup. Je ne me souviens pas vraiment des jours qui ont suivi. Je me souviens de gens qui entraient et sortaient de ma maison. Je me souviens de Maxime qui me demandait où était maman. Je me souviens d'être assis aux obsèques et de ne pas pouvoir pleurer. Parce que si je commençais, j'avais peur de ne jamais m'arrêter. L'atelier a payé une indemnisation, 120 000 euros. Cela semblait une fortune à l'époque. Ma sœur aînée, Simone, est venue me voir 3 jours après l'enterrement. « Garde cet argent correctement, Henri. » Elle a dit, assise dans ma minuscule cuisine. « Mets-le sur un livret. Toi et Maxime allez en avoir besoin. » Mais j'ai regardé mon fils. Il jouait avec une voiture miniature par terre dans le salon, cette voiture que sa mère lui avait offerte pour son dernier anniversaire. Et j'ai pensé, combien de temps 120 000 euros durent? 5 ans? 10 si je suis très prudent? Et après on retourne à la misère? Non, j'ai décidé que non. J'ai pris la moitié de cet argent, 60 000 euros, et je l'ai gardé sur un compte séparé. C'était sacré. C'était pour élever Maxime, pour la nourriture, les vêtements, l'école, les médicaments, pour qu'il grandisse avec dignité, comme Marguerite le voulait. Les autres 60 000, ceux-là j'allais les faire travailler. Il y avait un petit local commercial à louer près des Halles, 30 mètres carrés, odeur de moisi, fenêtres cassées. Le propriétaire voulait 10 000 euros d'acompte. J'en ai donné 12 000 et j'ai demandé qu'il rénove les toilettes. J'ai acheté 5 machines à coudre industrielles d'occasion, 7 000 euros au total. J'ai acheté du tissu en gros, coton, laine, lin, 15 000 euros de plus. J'ai enregistré l'entreprise, atelier Dubois, sirette, comptable, facture, tout en règle, 8 000 euros de plus. Il restait 28 000 euros. Cela devait durer jusqu'à ce que les ventes commencent. Les 3 premiers mois, j'ai failli faire faillite. Je cousais jusqu'à l'aube, j'allais vendre dans la journée, je cherchais Maxime à l'école, à l'heure du déjeuner, je revenais coudre encore plus. Je dormais 4 heures par nuit, j'ai perdu 7 kilos. Mais je n'ai pas abandonné. J'ai commencé par faire des vêtements pour enfants, des salopettes, des robes, des petits ensembles. Je vendais aux boutiques de quartier, un peu ici, un peu là. Ensuite, je suis passé aux vêtements pour adultes. J'avais une couturière, Madame Rousseau, que j'ai embauchée pour m'aider. Elle était rapide, soigneuse. La première année, j'ai tiré 15 000 euros de bénéfices. Ce n'était pas beaucoup, mais c'était le mien. La deuxième année, 28 000 euros. La troisième, 55 000 euros. Je réinvestissais tout. Plus de machines, plus d'employés, plus de tissus. J'ai pris une clientèle plus importante. Des boutiques dans les galeries marchandes, des enseignes, même quelques petites chaînes. Maxime grandissait. Je payais une école privée, pas des plus chères, mais bonne. Fourniture scolaire complète, cours d'anglais. Il se plaignait que ses amis avaient des vêtements de marque et lui non. J'expliquais, « Un jour tu comprendras, mon fils. Je construis quelque chose pour nous deux. » Mais il n'a jamais voulu comprendre. Quand Maxime a eu 15 ans, l'atelier Dubois avait 17 employés
et réalisait un chiffre d'affaires de 350 000 € par an. J'avais acheté un terrain et construit une maison de 3 étages. Rien de luxueux, mais c'était la nôtre, chaque brique posée avec la sueur de mon travail. Au rez-de-chaussée, j'ai monté un showroom pour recevoir les clients. Au premier étage, 3 chambres. Au deuxième, mon refuge, ma chambre, ma salle de bain, mon espace. Maxime a eu la plus grande chambre du premier étage. Je l'ai peinte en bleu marine, comme il l'avait demandé. J'ai acheté un nouveau lit, une armoire à porte coulissante, un bureau pour étudier. Ce n'est pas aussi grand que la chambre de Thomas, il a dit le jour du déménagement. Thomas était son ami riche. J'ai avalé la réponse que je voulais donner. Quand Maxime est entré à l'université, administration, dans une bonne école privée, j'ai payé chaque centime. 3 500 € par mois pendant 5 ans, soit 105 000 € au total. Il s'est diplômé et a obtenu un stage dans une entreprise de technologie. Salaire bas, 800 €. Il se plaignait que ce n'était suffisant pour rien. Je lui ai acheté une voiture. Renault Mégane grise, neuve, 22 000 € comptant. Merci, papa, il a dit, mais il regardait déjà son téléphone, envoyant des photos à ses amis. Quand Maxime a décidé d'habiter seul, à 24 ans, j'ai acheté un appartement de 2 pièces dans une résidence avec gardien. 280 000 €. Je l'ai meublé, j'ai acheté un réfrigérateur, une cuisinière, une machine à laver, 35 000 € de plus. Maintenant, j'ai mon indépendance, il a dit, comme si c'était sa conquête. À 27 ans, Maxime a rencontré Julien, fils d'entrepreneur, MBA à l'étranger, voiture importée. Le mariage a été dans le club le plus chic de la ville, costume du marié d'un grand couturier, buffet pour 200 personnes, décoration avec des fleurs importées. 120 000 €, le même montant que l'indemnisation qui m'a rendu veuf. Et à aucun moment, à aucun de ces moments, mon fils ne s'est arrêté pour demander « Papa, comment as-tu obtenu tout ça? Combien as-tu travaillé? Combien as-tu sacrifié ?» Parce que pour lui, j'étais juste le père, l'homme qui devait donner, pourvoir, payer. 15 ans après avoir ouvert ce petit local de 30 mètres carrés, l'atelier du bois valait 1,6 million €. J'avais 42 employés, je fournissais de grandes chaînes dans 3 régions, et mon fils, directeur régional gagnant 12 000 € par mois, avait honte de moi. Alors, quand j'ai posé cette enveloppe sur la table devant ces étrangers élégants, ce n'était pas seulement de la colère, c'était de la justice. Maxime regardait l'enveloppe comme si c'était un serpent prêt à mordre. Ses doigts tremblaient légèrement quand il a tendu la main pour la prendre, mais je n'avais pas encore fini de parler. « Tu sais ce qui est drôle ?» j'ai dit, et ma voix a résonné dans cette salle à manger silencieuse. « J'ai passé 30 ans de ma vie à construire un avenir pour toi. 30 ans à me réveiller à 5 heures du matin, à coudre jusqu'à minuit, à sauter le déjeuner pour économiser, à porter les mêmes vêtements pendant des années. Et tu as grandi en pensant que c'était mon obligation. » Un des invités, un homme en costume bleu marine qui devait être son patron, s'est raclé la gorge, mal à l'aise, mais personne n'a bougé. C'était comme si tout le monde était paralysé, attendant le prochain acte d'une pièce de théâtre. Geneviève a essayé d'intervenir avec sa voix sucrée. « Henri, ce n'est peut-être pas le moment approprié pour… » « Approprié ?» Je me suis tourné vers elle. « Vous trouvez approprié de dire que la décoration de ma maison est populaire? Approprié de suggérer que mes rideaux en lin, qui appartenaient à ma belle-mère, qui m'a accueilli quand je suis devenu veuf, étaient des choses de pauvres? Approprié de prendre ma place en bout de ma table ?» Geneviève est devenue blanche. Quelques personnes autour de la table ont échangé des regards. Maxime a fermé les yeux pendant 1 seconde, comme s'il priait pour que le sol s'ouvre et l'engloutisse. « Papa, s'il te plaît, » il a murmuré. « S'il te plaît quoi, Maxime? S'il te plaît, reste silencieux. S'il te plaît, retourne là-haut et fais comme si je n'existais pas. » Ma voix n'était pas forte, elle était ferme, chaque mot sortant lentement, lourdement. « As-tu idée de combien a coûté chaque chose que je t'ai donnée ?» Il n'a pas répondu. Il est juste resté là, tenant cette enveloppe comme si c'était une sentence de mort. « Laisse-moi rafraîchir ta mémoire. » J'ai continué.
Université privée, 5 ans, 105 000 euros. Je connais le chiffre exact parce que c'était 60 versements de 3 500 euros. 60 mois à travailler double pour payer ses frais de scolarité. J'ai vu une femme blonde de l'autre côté de la table. Elle devait être une collègue de Maxime, écarquiller les yeux. La Renault de Mégane que tu voulais tant parce que tu ne pouvais pas arriver au stage en métro. 22 000 euros comptant. J'ai vendu un lot de production entier à une chaîne de Lyon pour obtenir cet argent. Maxime était mortellement pâle. Papa, tout le monde ici n'a pas besoin de savoir. Pas besoin? J'ai ri. Un rire court, sans humour. Mais tout le monde ici doit savoir que tu es directeur régional, que tu as réussi, que tu as gravi les échelons. Ils ne peuvent juste pas savoir que c'est moi qui ai payé chaque marche de cette échelle, n'est-ce pas? Julien, son mari, était assis 2 chaises à gauche. Il regardait son assiette comme s'il voulait disparaître dedans. L'appartement où vous avez habité avant de revenir temporairement ici. 280 000 euros, plus 35 000 euros de mobilier. Réfrigérateur américain, parce que tu as dit que le modèle classique était trop basique. Canapé en cuir, parce que le tissu vieillit mal. Même les casseroles étaient importées. J'ai fait une pause, j'ai respiré profondément. Quand j'ai repris la parole, ma voix était plus basse, mais cela rendait seulement les mots plus tranchants. Ton mariage, ce beau mariage au club. Costume qui coûtait plus cher que la voiture que je conduisais à l'époque. Décoration avec des orchidées venues je ne sais d'où. Buffet avec des fruits de mer et du champagne français. Tu sais combien ça a coûté? Maxime a serré les lèvres. Il n'allait pas répondre. Alors j'ai répondu pour lui. 120 000 euros. Exactement le montant de l'indemnisation que j'ai reçue quand ta mère est morte. Quand je me suis retrouvé seul avec toi, un enfant de 8 ans, sans savoir comment j'allais payer les factures du mois suivant. Ma voix a tremblé un peu, mais je me suis retenu. Ton mariage a coûté le prix de la mort de ta mère. Quelqu'un s'est étouffé avec son vin, un bruit étouffé de verre heurtant du bois. Et tu sais ce que tu m'as dit le jour du mariage? J'ai continué. Quand j'ai mentionné que j'étais fatigué parce que j'avais travaillé jusqu'à tard, finalisant une grande commande justement pour couvrir les frais supplémentaires qui étaient apparus à la dernière minute. Maxime regardait maintenant la table, les mains tremblant visiblement. Tu as dit, papa ne parle pas de travail aujourd'hui, les gens vont penser que tu es obsédé par l'argent. J'ai laissé cela peser dans l'air, obsédé par l'argent. Moi, l'homme qui payait 80% de cette fête. Le patron de Maxime, l'homme en costume bleu marine, a croisé les bras. Il prêtait attention maintenant, beaucoup d'attention. Pendant toutes ces années, j'ai dit, tu n'as jamais demandé si j'allais bien, si j'avais besoin d'aide, si j'étais fatigué. Tu n'as jamais proposé de payer une seule facture quand tu as commencé à bien gagner. Tu n'as jamais suggéré de partager la taxe foncière de cette maison. Tu n'as jamais proposé d'acheter de la nourriture. Rien. Je pensais que tu n'en avais pas besoin. Maxime a commencé, mais sa voix était faible. Tu pensais ou tu ne voulais simplement pas voir? J'ai pointé son costume élégant. Ce costume que tu portes a coûté combien? 2 000 euros? 3 000? Il n'a pas répondu. J'ai porté le même manteau en laine pendant 10 hivers consécutifs. 10, parce que chaque euro qui restait, je l'investissais ou je le gardais pour toi. J'ai regardé autour de la table. Et ce soir, la nuit où il célèbre son succès, un succès que j'ai financé, il m'envoie rester enfermé dans ma chambre parce que je lui fais honte. Geneviève a essayé à nouveau. Parfois les pères ne comprennent pas que les fils ont besoin d'espace pour... Vous ne parlez pas de ma relation avec mon fils. J'ai coupé sec. Vous qui venez ici tous les week-ends manger la nourriture que j'achète, utilisez la climatisation que je paie, vous garez dans le garage que j'ai construit et vous avez encore le culot de dire que mes rideaux sont populaires. Geneviève a ouvert la bouche, l'a fermée, est devenue violette. J'ai reporté mon attention sur Maxime. Ouvre l'enveloppe. Papa, je ne veux pas... Ouvre.
Il a regardé autour de la table, cherchant du soutien, mais tout le monde le regardait maintenant, attendant. Curieux, certains, j'ai remarqué, ne semblaient déjà plus aussi sympathiques. Avec des mains tremblantes, Maxime a déchiré l'enveloppe, a sorti les papiers de l'intérieur. C'étaient 3 feuilles agrafées. Il a commencé à lire, et à chaque ligne devenait plus blanc. « Qu'est-ce que c'est » Julien a demandé, essayant de voir par-dessus son épaule. Maxime a avalé difficilement. Sa voix est sortie comme un fil. « C'est une notification. » « Notification de quoi ?» a insisté son mari. C'est alors que j'ai répondu, clairement et calmement, « d'expulsion. Vous avez 45 jours pour quitter ma maison. » Le silence qui est tombé sur cette table a été absolu. Même la musique d'ambiance semblait s'être arrêtée. « Et il y a plus », j'ai dit. « Mais ça, je vais mieux l'expliquer devant tout le monde. Parce qu'après tout, Maxime, cette soirée est pour les célébrations, n'est-ce pas ?» Et alors, finalement, j'ai tiré une chaise. Pas le bout de table où Geneviève était assise, mais une chaise libre à côté du patron de Maxime, et je me suis assis. Quelqu'un peut me passer le vin ? Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous à la chaîne Les Conseils de Papy et laissez un commentaire en nous disant d'où vous nous regardez. Mettez un like si vous voulez connaître la suite, parce que ce qui s'est passé ensuite, vous n'allez pas y croire. Personne n'a passé le vin. Ils sont tous restés paralysés, me regardant, comme si je venais de débarquer de Mars. Alors, j'ai moi-même pris la bouteille qui se trouvait au centre de la table, une étiquette que je ne reconnaissais pas, probablement très chère, et je me suis servi mon propre verre. Le vin était bon, meilleur que ceux que j'achetais habituellement au supermarché, mais il n'était pas aussi spécial que tous ces gens faisaient semblant de le croire. Maxime, chéri, peut-être serait-il préférable d'en discuter en privé. Geneviève avait retrouvé sa voix, bien qu'elle soit sortie plus fine que d'habitude. « Non », j'ai dit, posant le verre sur la table avec un bruit sec. « Rien de privé. J'ai été humilié devant 15 étrangers, alors 15 étrangers vont entendre mon histoire complète. » J'ai regardé Geneviève, vraiment regardé. Depuis que cette femme avait commencé à fréquenter ma maison il y a 6 mois, je m'étais arrêté pour analyser qui elle était vraiment. 60 ans bien vécus, ongles faits chaque semaine, cheveux teints dans ce salon cher de l'avenue, des vêtements qu'elle changeait comme on change de masque, toujours parfaits, toujours coordonnés, toujours criant « J'ai de l'argent ». Il y avait quelque chose dans ses yeux, une dureté. Le genre de dureté qui vient de quelqu'un qui a passé toute sa vie à se préoccuper de paraître mieux que les autres. « Vous avez commencé à venir ici en mars », j'ai dit. « Je me souviens très bien. C'était un samedi. Maxime avait préparé je ne sais quel plat sophistiqué et vous avait invité pour déjeuner. » Geneviève a hoché la tête, mal à l'aise, ne comprenant pas où je voulais en venir. J'étais dans la cuisine en train de faire la vaisselle. Mon lave-vaisselle était tombé en panne la semaine précédente et je n'avais pas encore réussi à appeler le technicien. Vous êtes entré, vous avez regardé autour et vous avez dit « Je me souviens des mots exacts. Comme c'est charmant. Ça a même cette esthétique rétro de maison ancienne. » J'ai vu quelques personnes autour de la table essayer de cacher des sourires. Ils savaient qu'esthétique rétro n'était qu'une façon polie de dire que ma maison était vieille et dépassée. Ensuite, vous avez vu mes rideaux. J'ai pointé vers les fenêtres de la salle à manger, où les rideaux en lin beige étaient attachés sur les côtés. Ils appartenaient à ma belle-mère, Odette. Elle les a cousus à la main en 1985, quand cette maison était encore en construction. Chaque point fait avec soin. Odette est morte 3 ans plus tard, mais elle m'a laissé ses rideaux. Elle a dit que c'était pour que je me souvienne que la famille se tisse lentement. Avec patience. Ma voix est devenue plus dure. Vous avez regardé les rideaux et vous avez dit « Mon Dieu, Henri, quelle chose traditionnelle !» Mais la tradition vieillit parfois mal, n'est-ce pas? Dans mon appartement, je n'utilise que des stores automatisés. C'est beaucoup plus pratique et moderne. Geneviève a touché son collier de perles. Je ne voulais pas offenser... Vous vouliez juste faire comprendre que j'étais inférieur, que mes choix étaient mauvais, que ma maison, que j'ai construite brique par brique, n'était pas assez bien.
J'ai bu une autre gorgée de vin. Et vous savez ce qui m'a le plus blessé? C'est que Maxime a ri. Mon propre fils s'est rangé de votre côté et a ri des rideaux de sa grand-mère. Maxime avait le visage rouge maintenant. Papa, je n'ai pas ri pour te blesser. C'était juste que tu as trouvé ça drôle. Tu as trouvé drôle que ton père ait encore de vieux rideaux. Tu as trouvé drôle que je ne suive pas les tendances de décoration. J'ai appuyé mes coudes sur la table. Mais tu sais ce que j'ai trouvé drôle, c'est que ces vieux rideaux ont été cousus avec le même tissu que j'ai utilisé pour faire les premières salopettes pour bébé que j'ai vendues. Du lin de qualité, résistant, durable. J'ai pris la serviette et je me suis essuyé les lèvres lentement avant de continuer. Après ce jour-là, Geneviève a commencé à venir ici chaque semaine, toujours avec un commentaire, toujours avec une suggestion d'amélioration. J'ai fait des guillemets avec mes doigts. Le réfrigérateur était trop vieux, la télévision était trop petite, le canapé était inconfortable, les tableaux au mur étaient sans intérêt. Le patron de Maxime, Monsieur Mercier, je l'avais entendu quelqu'un l'appeler ainsi, était penché en avant maintenant, vraiment intéressé. Un jour, je montrai à Maxime de vieilles photos, des photos de quand il était bébé, de Marguerite, du premier magasin que j'avais ouvert. Et Geneviève est passée à regarder et a dit « Ah, quelle nostalgie, n'est-ce pas? Mais vous devez vivre le présent, pas le passé. » J'ai fait une pause, comme si mes souvenirs étaient quelque chose de honteux, comme si le travail qui m'a amené jusqu'ici était quelque chose à oublier. Geneviève était visiblement irritée maintenant. « J'ai toujours été poli avec vous, Henri. Jamais direct, exactement. » J'ai répondu. Vous n'avez jamais été direct, parce que les gens comme vous n'ont pas besoin de l'être. Vous avez le venin de la politesse. Vous souriez en plantant le couteau. Je me suis tourné vers Maxime. Et tu as bien appris d'elle, n'est-ce pas? Tu as appris à avoir honte du père qui t'a élevé seul, du père qui a travaillé comme une mule pour te donner tout ce que cette femme a donné à son fils. Julien a finalement parlé, la voix basse. Henri, ma mère voulait juste aider. Aider, j'ai laissé échapper un rire court. Mon garçon, ta mère voulait coloniser. Elle voyait cette maison comme un territoire sans propriétaire. Un veuf seul, sans épouse, sans personne pour le guider. Elle pensait qu'elle pouvait entrer ici et tout remodeler. La maison, le fils, même moi. J'ai regardé à nouveau Geneviève. Mais vous avez sous-estimé une chose. Vous avez sous-estimé le fait que je ne suis pas un vieil homme naïf. J'ai construit une entreprise à partir de zéro. Je sais quand quelqu'un essaie de me pousser hors de mon propre espace. C'est là que j'ai vu. J'ai vu dans ses yeux une lueur de respect, ou peut-être de peur, difficile à dire. Il y a 3 semaines, j'ai continué, je montais l'escalier et je vous ai entendu discuter toutes les deux, toi et Maxime dans le salon. J'ai pointé la porte qui menait au salon. Vous ne m'avez pas vu. Vous étiez dos à moi, prenant le thé dans ces tasses en porcelaine que vous avez insisté pour que j'achète parce que les mugs sont trop informels. Maxime a fermé les yeux. Il savait ce qui venait. Geneviève a dit « Maxime, tu dois penser à l'avenir. Ton père vieillit. Des maisons comme celle-ci demandent du travail. Ne serait-il pas mieux qu'il aille dans un endroit où il recevrait des soins appropriés ?» J'ai imité son ton mélodieux avec précision. « Et toi, mon fils, mon unique fils, tu as répondu « Je sais, mais comment est-ce que je le convainc sans avoir l'air d'un mauvais fils ?» Le silence était si lourd qu'il semblait solide. Ensuite, Geneviève, cette merveilleuse conseillère, a dit « Tu n'as pas besoin de convaincre, tu as juste besoin d'une procuration de santé. Avec son âge, n'importe quel juge acceptera qu'il a besoin de supervision. Et ensuite, tu fais ce qui doit être fait pour son bien. » 2 femmes sur le côté gauche de la table ont échangé des regards choqués. C'est à ce moment-là, j'ai dit en regardant directement dans les yeux de mon fils, que j'ai compris que tu n'avais pas seulement honte de moi à cause de mes vêtements simples. Tu voulais m'effacer, m'interner, me mettre hors du chemin pour garder ma maison, mon espace, ma vie. Et c'est à ce moment-là que mon fils a finalement craqué. Et c'est quand Maxime a finalement craqué. Les larmes ont coulé sur le visage de Maxime, brouillant le maquillage parfaitement appliqué.
Mais je n'ai pas ressenti de pitié. Pas encore. Ce n'était pas comme ça, il a murmuré, la voix étranglée. Papa, tu déformes tout. J'étais juste inquiet pour toi. Cette maison est trop grande. Le travail est trop lourd pour un homme de ton âge. De mon âge, j'ai répété, laissant les mots résonner. J'ai 68 ans, Maxime, pas 88. Je monte les escaliers sans aide, je conduis ma voiture, je gère mon entreprise, je fais mes comptes, je cuisine, je nettoie, je vis seul sans aucun problème. Je me suis penché en avant. Ce qui te dérange, ce n'est pas mon âge, c'est mon indépendance. Julien a mis sa main sur l'épaule de son mari, mais il s'est écarté, essuyant son visage avec la serviette en lin. Après cette conversation que j'ai entendue, j'ai continué. Je suis resté silencieux. Je ne vous ai pas confronté parce que j'avais besoin d'être sûr. J'avais besoin de savoir jusqu'où vous étiez prêt à aller. J'ai regardé autour de la table. Et puis, il y a 2 semaines, Maxime a reçu la nouvelle de sa promotion. Monsieur Mercier s'est redressé sur sa chaise. Il semblait mal à l'aise maintenant, comme s'il commençait à relier les points. Directeur régional, j'ai dit, 12 000 € par mois, un poste important. Et j'étais vraiment heureux pour lui. J'ai appelé, j'ai félicité, j'ai demandé s'il voulait célébrer. J'ai proposé de faire un déjeuner spécial dimanche. Maxime gardait les yeux baissés, fixés sur l'assiette de nourriture froide. Mais il a dit non, qu'il allait faire quelque chose de plus approprié au moment. Et quand j'ai demandé ce que ce serait, il a répondu « Un dîner élégant, papa. Avec mon patron, quelques cadres de l'entreprise, des gens importants. » J'ai fait une pause. Des gens importants. Comme si je ne l'étais pas. Une femme rousse de l'autre côté de la table, elle s'était présentée comme Patricia du département financier, a murmuré quelque chose à l'homme à côté d'elle. Il a secoué la tête, désapprobateur. J'ai dit que j'aiderais, j'ai proposé de cuisiner, je fais un gigot d'agneau qui fond dans la bouche, une farce qui est louée même par les chefs de restaurant, un flan au caramel qui bat n'importe quel dessert français. J'ai souri, mais il n'y avait pas de joie dans ce sourire. Mais Maxime a dit « Non, papa, je vais faire venir un traiteur professionnel. Ce dîner doit être impeccable. » Impeccable, comme si ma nourriture était tachée. Les jours suivants, il a engagé des décorateurs. Il a dépensé 8 000 € rien qu'en fleurs et arrangements. 8 000 €. J'ai laissé le chiffre peser. Je l'ai élevé avec moins que ça par mois pendant des années. Mais bon, c'était son argent, sa réussite. J'ai respecté. J'ai regardé les arrangements floraux absurdes dispersés dans le salon. Des orchidées blanches énormes, des lys, je ne sais quoi d'autre. Beau, oui, mais sans âme. Le jour du dîner, je me suis habillé. J'ai mis ma veste en tweed marron. Ce n'est pas Chanel, ce n'est pas Dior. Je l'ai achetée dans un grand magasin pour 200 €, mais elle est propre, belle, décente. J'ai passé ma main sur le tissu. J'ai coiffé mes cheveux, j'ai mis de l'eau de Cologne, j'ai mis les boutons de manchette en argent faux que m'avait donné Odette il y a des années. Je me suis regardé dans le miroir et j'ai pensé « Je suis présentable ». Geneviève a touché son verre de vin, évitant mon regard. Je suis descendu, les premiers invités étaient déjà arrivés, j'allais saluer, me présenter, être le père fier du directeur régional, mais Maxime m'a intercepté au milieu de l'escalier. J'ai respiré profondément. Et c'est là qu'il l'a dit. Tout le monde était suspendu à chaque mot. Maintenant, même le personnel du traiteur qui avait arrêté de circuler avec les plateaux était immobile sur les bords du salon, écoutant. « Papa, ne descends pas !» J'ai répété les mots exacts. « Tu me fais honte !» J'ai entendu quelqu'un inspirer fortement. Une des invitées a porté sa main à sa bouche. J'ai demandé pourquoi. « Et tu sais ce qu'il a répondu ?» Je me suis tourné vers Maxime. « Répète, répète pour que tout le monde entende ce que tu as dit. » Maxime a secoué la tête, pleurant plus fort. « Pas maintenant. » Alors je répète. J'ai regardé les invités. Il a dit « Tu n'as pas de classe pour ça, papa. Ces gens sont différents. Ils parlent de vins importés, de voyages internationaux, de restaurants dont tu ne sais même pas prononcer le nom. Tu vas être perdu. Tu vas dire quelque chose d'inapproprié.
Tu vas me faire passer pour un imbécile. Monsieur Mercier a fermé les yeux pendant une seconde. Quand il les a ouverts, il regardait Maxime avec une expression qui n'était pas bonne du tout. Et puis, j'ai continué comme si cela ne suffisait pas. Il a ajouté la cerise sur le gâteau. Geneviève va s'asseoir à ta place en bout de table. Elle sait parler avec ses gens. Elle est raffinée. Geneviève était rouge maintenant. Pas de honte, de colère, parce qu'elle était également exposée. Raffinée, j'ai répété. Alors je suis monté, je suis resté dans ma chambre en écoutant les rires, les toasts, les compliments. J'ai entendu mon fils faire un beau discours sur le dévouement, le travail acharné, le sacrifice. J'ai fait une pause. Et j'ai pensé, quelle ironie, lui qui parle de sacrifice pendant qu'il me sacrifie. J'ai pris le deuxième document de l'enveloppe qui était toujours sur la table. Je l'ai déroulé. C'était une impression de conversation WhatsApp. Mais le pire n'était pas seulement le dîner d'aujourd'hui. J'ai montré le papier. Il y a 10 jours, Maxime a envoyé un message à Julien. Le voici. Écoute Jules, je dois accélérer cette affaire avec mon père. La maison vaut 1,2 million sur le marché actuel. Si on le place dans un endroit approprié, on garde la maison libre. Pense à combien on économise de loyer et on peut même louer le rez-de-chaussée comme espace commercial. Julien est devenu blanc. Maxime a essayé de prendre le papier, mais je l'ai éloigné. Il a répondu « Mais ton père ne voudra pas quitter la maison. » Et lui, mon cher fils, a répondu « J'ai regardé directement Maxime. Il n'a pas le choix. Avec son âge, n'importe quel juge acceptera qu'il a besoin de soins supervisés. Et il y a ces maisons de retraite de luxe qui coûtent 5 000, 6 000 euros par mois. C'est cher, mais ça vaut le coup pour le patrimoine qu'on garde. » Patricia, la femme rousse, avait sa main sur sa bouche maintenant, les yeux écarquillés. 1 000 euros par mois, j'ai répété. Il allait m'enfermer dans une maison de retraite, payer 5 000 euros par mois, mais garder une maison de 1,2 million d'euros. Les calculs sont même bons, n'est-ce pas? En 15 ans, il dépense 900 000 euros pour moi, mais garde un bien immobilier qui ne fera que prendre de la valeur. Maxime sanglotait maintenant, la tête entre les mains. Mais je ne suis pas idiot. Je ne l'ai jamais été. J'ai posé le papier sur la table. Alors je suis allé chercher mes droits. J'ai trouvé un avocat, bon, cher, et j'ai découvert que tant que j'ai pleine capacité mentale, et je l'ai, personne ne m'interne nulle part. Et plus encore, cette maison est à moi, enregistrée à mon nom, payée entièrement. Je me suis levé, tous les yeux m'ont suivi. Vous vivez ici, parce que je le permets. Alors oui, Maxime, tu me fais honte, mais pas pour les raisons que tu penses. Tu me fais honte parce que je t'ai tout donné et tu as appris à ne rien donner. Et c'est là que M. Mercier a finalement parlé. M. Mercier s'est éclairci la gorge. C'était un homme d'une 50aine d'années, cheveux grisonnants bien coupés, lunettes à monture fine. Le genre de personne qu'on regarde et qu'on sait être arrivé là par compétence, pas par chance. Maxime, il a dit, et sa voix avait ce ton qu'un patron utilise quand il est profondément déçu. Ce n'était pas de la colère, c'était pire, c'était de la déception. Nous devons parler lundi dans mon bureau, 8 heures. Maxime a levé la tête brusquement. Monsieur Mercier, je peux expliquer? Lundi, il a répété fermement. Puis, il m'a regardé avec quelque chose qui ressemblait à du respect. Monsieur Dubois, vous avez tout à fait raison d'être indigné. Et je m'excuse d'avoir été invité à un dîner basé sur cela. Il a fait un geste vague vers toute la situation. Certains des autres invités ont commencé à bouger clairement mal à l'aise. Une femme prenait déjà son sac. Un autre couple échangeait des regards significatifs, ce genre de regard du type « nous devons partir d'ici ». Mais je n'avais pas encore fini. Avant que vous ne partiez, j'ai dit, et ma voix a coupé le murmure croissant, il y a une chose que je dois clarifier. Parce que je ne veux pas que quelqu'un sorte d'ici en pensant que je suis un père rancunier qui sabote son fils par jalousie ou je ne sais quoi. Je me suis rassis, j'ai croisé mes mains sur la table. Il y a 20 jours, je suis allé à la banque. Pas la banque normale où j'ai mon compte courant. Je suis allé à la banque où se trouve le compte de l'entreprise, l'atelier Dubois.
J'ai regardé Maxime. Tu sais que je n'ai jamais beaucoup parlé du fonctionnement de l'entreprise avec toi. J'ai toujours pensé que ça ne t'intéressait pas, et tu n'as vraiment jamais demandé. Julien était pâle maintenant. Il savait déjà que quelque chose de gros arrivait. Alors, laisse-moi raconter une histoire que vous ne connaissez pas. Je me suis appuyé contre le dossier de la chaise. Quand j'ai ouvert l'atelier il y a 23 ans, j'avais 60 000 €, la moitié de l'indemnisation de Marguerite. C'était de l'argent sacré, de l'argent taché par la mort de la femme que j'aimais. Ma voix est devenue plus basse, mais plus intense. J'aurais pu échouer. 80% des petites entreprises ferment dans les 5 premières années. J'aurais pu tout perdre, mais je n'ai pas perdu. Tu sais pourquoi ? Parce que j'ai travaillé comme personne ne travaille, parce que j'ai appris à coudre mieux, à vendre mieux, à négocier mieux, parce que chaque euro qui entrait, je le réinvestissais. J'ai pris mon verre de vin, mais je n'ai pas bu. Je l'ai juste tenu, sentant le poids du cristal. À la 10e année, l'entreprise valait 350 000 €. À la 15e, 800 000. Et je continuais à vivre dans cette maison simple, à porter des vêtements simples, à vivre de manière simple, parce que je savais que l'argent avait un but plus grand. Maxime me regardait maintenant, l'expression confuse, comme s'il essayait de comprendre où je voulais en venir. Il y a 3 semaines, quand j'ai découvert que vous prévoyiez de m'interner pour garder ma maison, j'ai fait faire une évaluation complète de l'entreprise. J'ai fait venir un cabinet extérieur spécialisé. Ils ont tout analysé. Stock, clientèle, contrat, réputation, potentiel de croissance. J'ai posé le verre sur la table lentement. L'atelier du bois vaut 2,1 millions d'euros. J'ai entendu quelqu'un inspirer fortement. J'ai vu les yeux de Maxime s'écarquiller. C'est exact. 2,1 millions. Pas les 1,6 million que je t'avais dit il y a 2 ans. L'entreprise a grandi, et beaucoup grandi. J'ai souri. Mais tu n'as jamais demandé. Tu n'as jamais voulu savoir. Parce que pour toi, j'étais juste le père qui payait les factures, pas un entrepreneur. Geneviève était immobile. Julien avait laissé tomber sa fourchette dans l'assiette. Alors, le lundi suivant, j'ai continué. Je suis allé chez mon avocat et nous avons fait quelques ajustements légaux, définitifs. J'ai pris le 3e document de l'enveloppe. Ceci est l'acte de donation de 60% des parts de l'atelier du bois. Maxime s'est animé. Pendant une seconde idiote, il a pensé qu'il recevait l'entreprise. Donation à une fondation que j'ai créée. Elle s'appelle la Fondation Marguerite Moreau de soutien aux vœux entrepreneurs. J'ai laissé cela s'enfoncer. Elle va aider les hommes qui sont restés seuls, comme je suis resté, à ouvrir leurs propres entreprises. Elle va donner du microcrédit, du mentorat, des cours, tout ce que je n'ai pas eu et que j'ai dû apprendre seul. Patricia, la femme rousse, souriait maintenant. Un petit sourire, mais sincère. Les autres 40% restent avec moi. Je continue à administrer, je continue à recevoir mes dividendes. Actuellement, cela me rapporte environ 15 000 € par mois. J'ai regardé Maxime. Plus que ton salaire de directeur régional. Le coup a porté. Je l'ai vu dans ses yeux. Et la maison ? Julien a demandé, la voix rauque. La maison, j'ai soupiré. La maison a été difficile, parce que j'ai construit chaque pièce en pensant à la famille, en pensant qu'un jour, mon fils amènerait mes petits-enfants pour voir grand-père, qu'on ferait des déjeuners du dimanche, des réveillons de Noël, que cette maison serait le port sûr pour tout le monde. Ma voix a tremblé un peu pour la première fois de toute la soirée. Mais vous avez transformé ma maison en territoire de guerre. Vous avez transformé mon foyer en quelque chose dont vous vouliez m'expulser. J'ai respiré profondément. Alors, je vais la vendre. Maxime a laissé échapper un son étranglé. Papa, non, je vais la vendre. J'ai déjà 3 agences immobilières qui font des évaluations. La valeur moyenne est de 1,25 million d'euros. La moitié de cet argent sera donnée à des institutions caritatives qui s'occupent de personnes âgées abandonnées par leur famille. J'ai regardé directement dans ses yeux. L'autre moitié, je l'utilise pour vivre avec dignité. J'ai déjà trouvé un bel appartement de 2 pièces dans une résidence avec gardien, salle de sport, salle des fêtes.
2 500 € de loyer, parfaitement dans mon budget. Et nous, Julien a demandé, vous avez 45 jours pour partir. C'est tout dans le papier que Maxime tient. Notification formelle d'expulsion, remise aujourd'hui devant témoins. J'ai fait un geste vers les invités. 15 témoins, pour être exact. Monsieur Mercier a eu un petit sourire. Il comprenait la stratégie quand il en voyait une. Après votre départ, l'agence prend le relais. La maison est mise en vente. Processus propre, légal, documenté. J'ai pris mon sac qui était par terre à côté de la chaise. Et il y a aussi ceci. C'était une photo imprimée, en couleur. Vous vous souvenez que j'ai dit qu'il y a 3 semaines, je vous ai entendu parler de m'interner? J'ai montré la photo. C'était Maxime et Geneviève, assis dans mon salon en train de prendre le thé. La photo avait été prise depuis l'escalier. J'ai enregistré toute la conversation. Elle est chez mon avocat, et elle est aussi sauvegardée à 3 endroits différents, y compris dans le cloud. Geneviève est devenue blanche. Au cas où vous tenteriez d'alléguer que je suis sénile, que je n'ai pas de capacité, que j'ai besoin d'un curateur, cet enregistrement montre exactement le contraire. Il montre que vous conspirez contre un homme parfaitement lucide. J'ai posé la photo sur la table à côté des autres documents. Un arsenal complet de preuves. Alors oui, Maxime, tu as organisé un dîner élégant. Tu m'as dit de rester enfermé dans ma chambre parce que je te fais honte. Je me suis levé finalement. Mais je suis descendu. Et que s'est-il passé? C'est que tu as découvert que ton père n'est pas le vieil homme faible que tu pensais qu'il était. Je me suis tourné pour partir. Profiter du reste du dîner. La nourriture a coûté trop cher pour être gaspillée. Et je suis monté les escaliers, laissant 15 personnes dans un silence absolu et un fils en morceaux. Si vous avez apprécié cette histoire, abonnez-vous à Les Conseils de Papy, laissez un like et dites-nous en commentaire d'où vous nous regardez. La suite va vous surprendre encore plus. Quand j'ai fermé la porte de ma chambre, mes jambes tremblaient. Pas de peur, d'adrénaline pure. Je venais de faire quelque chose que je planifiais depuis 3 semaines. Et maintenant que c'était arrivé, mon corps réagissait finalement. Je me suis assis au bord du lit. En bas, je pouvais entendre le chaos. Des voix qui se chevauchaient, Maxime qui pleurait, quelqu'un qui discutait, des portes qui claquaient, des voitures qui démarraient et partaient. Le dîner élégant s'était transformé en funérailles. J'ai regardé l'enveloppe Kraft que j'avais laissée dans le tiroir. Il y avait encore plus de papiers là-dedans, des papiers que je n'avais pas montrés, parce que certaines cartes, on les garde pour les jouer plus tard, quand l'adversaire pense avoir tout vu. Et j'avais vu beaucoup de choses pendant ces 3 semaines. Tout avait commencé ce jeudi après-midi. J'étais rentré plus tôt de l'entreprise parce que j'avais mal à la tête. Je suis entré dans la maison par la porte latérale, celle qui donne directement dans la cuisine. J'ai laissé mon sac sur le comptoir et j'allais monter pour prendre un médicament quand j'ai entendu des voix dans le salon. Des voix basses, conspiratriques S. Quelque chose dans le ton m'a fait m'arrêter, m'a fait rester silencieux là dans la cuisine, caché derrière le mur de séparation. « Tu dois agir rapidement, Maxime », c'était la voix de Geneviève. « Il ne va pas rajeunir. Et plus il vieillit, plus le processus devient difficile. » Je sais. Maxime avait l'air frustré. Mais comment je fais ça sans avoir l'air du méchant? Mon cœur a commencé à battre plus vite. De quoi parlait-il? Tu n'es pas le méchant, chérie. Tu es un fils attentionné. Geneviève avait cette façon à elle, ce ton qui transformait le poison en miel. Écoute, quand mon oncle a commencé à devenir difficile, ma cousine a obtenu une procuration de santé. C'était tranquille. L'avocat a tout monté correctement. J'ai entendu le son d'une tasse heurtant une soucoupe. « Mais mon père n'est pas malade », Maxime a dit. « Il n'a pas d'Alzheimer, pas de démence. Il est pénible, contrôlant, mais il n'est pas incapable. Contrôlant. Mon propre fils m'appelait contrôlant. Il n'a pas besoin d'être incapable, Geneviève a répondu. Il suffit de démontrer qu'il ne peut plus gérer ses propres intérêts. Une maison de cette taille, une entreprise tout seul à son âge. N'importe quel juge sera d'accord qu'il a besoin d'aide. » Elle a fait une pause. « Et ensuite, tu prends en charge la gestion de ses biens. »
légalement. Pour son bien, bien sûr. Et puis tu peux prendre des décisions plus pratiques. Il y a d'excellentes maisons de retraite avec toute la structure. Il va même te remercier de ne plus avoir à s'inquiéter des factures, de l'entretien, de ces choses. Mon estomac s'est retourné. Combien coûtent ces endroits? Maxime a demandé. Les bons? 5 000, 6 000 euros par mois. Mais pense à ce que tu économises. Cette maison vaut au moins 1,2 million sur le marché. Vous pouvez la louer, vendre une partie, faire ce que vous voulez. Et il reste de quoi s'occuper de lui confortablement. C'est là que j'ai compris. J'ai tout compris. Mon fils ne s'inquiétait pas pour moi. Il s'inquiétait pour mon patrimoine. L'entreprise aussi, Maxime a commencé, hésitant, entre aussi dans la curatelle si tu l'obtiens, Geneviève semblait animée. Maintenant, imagine, Maxime, toi gérant tout sans avoir à demander la permission, sans avoir à écouter des sermons sur comment les choses étaient faites à son époque. Elles ont ri. Les deux ont ri. Je suis monté l'escalier sans faire de bruit. Je suis entré dans ma chambre, j'ai verrouillé la porte, et pour la première fois en 20 ans, depuis la mort de Marguerite, j'ai pleuré de désespoir. Mais les larmes n'ont duré que 10 minutes. Parce qu'après 10 minutes, l'entrepreneur en moi s'est réveillé. L'homme qui avait transformé 60 000 euros en 2,1 millions n'allait pas être vaincu par son propre fils. J'ai essuyé mon visage, j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé Maître Leclerc, mon avocat depuis 15 ans. Maître, j'ai besoin de prendre rendez-vous d'urgence. Demain, si possible. Le vendredi matin, j'étais dans son bureau. J'ai tout raconté. Il a écouté en silence, prenant des notes sur un bloc jaune. « Monsieur Dubois, il a dit quand j'ai terminé, avez-vous une preuve de ce que vous me racontez ?»« Non, mais je peux en obtenir. » Il a réfléchi un moment. Les enregistrements dans un environnement privé sont juridiquement compliqués. Mais si vous vous sentez menacé dans votre propre maison, il m'a regardé par-dessus ses lunettes. Ce serait une mesure d'autoconservation. J'ai compris le message. J'ai acheté un petit enregistreur cet après-midi-là. Un de ces discrets de la taille d'un briquet. J'ai commencé à le porter dans ma poche chaque fois que Maxime ou Geneviève étaient à la maison. Il m'a fallu 4 jours pour obtenir ce dont j'avais besoin. C'était un dimanche. Geneviève était venue déjeuner. Après le repas, pendant que je faisais semblant de faire une sieste, elles sont restées sur la véranda à discuter. J'avais laissé l'enregistreur caché entre les pots de fougères. L'enregistrement a duré 23 minutes. Elles ont discuté de valeurs, d'avocats, de stratégie. Geneviève a même recommandé un spécialiste des questions de curatelle qui pourrait accélérer le processus. Le lundi, je suis retourné chez Maître Leclerc avec l'enregistrement. Il a tout écouté. Quand il a terminé, il a secoué la tête. C'est suffisant, plus que suffisant. Il a retiré ses lunettes et m'a regardé sérieusement. Monsieur Dubois, vous devez agir maintenant. S'il dépose une demande d'interdiction avant vous, même sans fondement, cela devient une longue et coûteuse bataille juridique. Que dois-je faire? Première chose, évaluation psychiatrique complète. Je recommande un professionnel. Vous faites tous les tests, vous documentez que vous êtes pleinement capable. Deuxième, protégez vos biens. Testament actualisé. Donation stratégique, si nécessaire. Troisième, notification d'expulsion. S'il vit dans votre maison sans payer de loyer, vous avez tous les droits. J'ai tout fait, chaque étape. L'évaluation psychiatrique a pris une matinée entière. Test de mémoire, raisonnement logique, santé mentale. Le rapport est sorti 5 jours plus tard. Le patient présente de pleines capacités cognitives et émotionnelles. Il n'y a aucun signe de démence, d'altération de personnalité ou d'incapacité à gérer sa propre vie. J'ai actualisé mon testament, créé la fondation, transféré les parts. Chaque document signé, authentifié chez le notaire, enregistré, et puis j'ai préparé la notification d'expulsion. Maître Leclerc m'a conseillé, remettez-la dans un moment public, avec des témoins. Ainsi, il ne peut pas alléguer de coercition ou que vous n'étiez pas lucide. Un moment public, j'ai répété. C'est alors que Maxime a annoncé le dîner.
Et j'ai souri, parce que finalement, après 3 semaines de silence stratégique, d'avaler des commentaires malveillants, de faire semblant de ne rien savoir, j'allais renverser la situation. Cette nuit-là, assis sur mon lit après toute l'explosion en bas, j'ai ouvert l'enveloppe Kraft qui était restée dans le tiroir. À l'intérieur, il y avait 3 autres documents. L'un était l'évaluation détaillée de l'entreprise, montrant les 2,1 millions d'euros. Un autre était mon testament actualisé. Et le troisième était une copie des messages que Julien avait envoyés à son frère, Gabriel, il y a 2 semaines. Mec, le beau-père est assis sur une fortune et ne s'en rend même pas compte. Maxime a raison. On doit prendre le contrôle avant qu'il ne fasse une bêtise, genre tout donner à l'église. J'ai remis les papiers. J'avais encore des munitions. Parce qu'une chose que Maxime n'avait jamais comprise, ce n'était pas seulement mon âge qu'il sous-estimait, c'était mon intelligence. J'ai passé toute la nuit éveillé, pas d'anxiété, alerte, comme un général qui vient de remporter la première bataille, mais sait que la guerre n'est pas terminée. En bas, la maison s'était tue vers 23 heures. Les invités étaient partis depuis des heures. J'ai entendu Maxime et Julien discuter à voix basse dans leur chambre, mais je n'arrivais pas à distinguer les mots. Puis, le silence. Je me suis endormi vers 3 heures du matin. Je me suis réveillé à 6 heures, comme toujours. Le corps a de la mémoire. 30 ans à se réveiller tôt pour travailler ne s'efface pas du jour au lendemain. Je suis descendu à la cuisine. La salle à manger était toujours comme elle l'avait été la veille au soir. La belle table, maintenant un désordre d'assiettes sales, de coupes à moitié vides, de serviettes froissées. Les fleurs chères commençaient à se faner dans la chaleur. 8 000 € jetés à la poubelle. J'ai fait du café fort, comme Marguerite l'aimait. Je me suis assis à la petite table de la cuisine, mon coin, et je suis resté à regarder par la fenêtre. Le soleil se levait lentement, peignant le ciel en orange et rose. C'est alors que Maxime est apparu. Il était sans maquillage, les yeux gonflés d'avoir tant pleuré. Il portait toujours le pantalon du costume d'hier, mais avait changé la chemise pour un vieux t-shirt. Il semblait avoir vieilli de 10 ans en une nuit. « Papa !» Sa voix est sortie rauque. Je n'ai pas répondu. J'ai juste bu mon café. « Papa, on doit parler, maintenant. »« Tu veux parler ?» Je n'ai pas levé les yeux vers lui. J'ai continué à regarder par la fenêtre. Hier, tu voulais que je reste enfermé dans ma chambre. Quelle différence fait un jour? Il a tiré une chaise et s'est assis. Il a posé ses mains sur la table, les doigts entrelacés, les serrant jusqu'à ce qu'ils deviennent blancs. Je ne sais pas quoi dire. Alors ne dis rien. J'ai posé ma tasse sur la table avec précaution. Tu as 45 jours. Après ça, si tu es toujours ici, j'appelle la police. Tu ne ferais pas ça. Essaie. Il a avalé difficilement. Il a vu que je parlais sérieusement. Papa, j'étais confus. Geneviève, elle a mis des idées dans ma tête. Elle a dit que ce serait mieux pour toi et... Non, j'ai coupé. Ne mets pas la faute sur ta belle-mère. Tu as 35 ans, Maxime. Tu n'es pas un enfant. Tu savais exactement ce que tu faisais. Je me suis penché en avant. Tu allais m'interner, me retirer de ma maison, garder tout ce que j'ai construit, et tu allais dormir tranquille, en pensant que tu faisais ce qu'il y avait de mieux pour moi. Ces larmes ont recommencé, mais j'étais vacciné contre ces larmes. Combien de fois, j'ai demandé, la voix basse mais ferme. Combien de fois t'ai-je demandé si tu avais besoin d'aide, si tout allait bien, si l'argent suffisait, et tu disais toujours oui, que tout était parfait, que tu te débrouillais. Il n'a pas répondu. Mais tu ne te débrouillais pas. Tu attendais. Tu attendais que je sois trop vieux pour réagir. Tu attendais le bon moment pour me pousser hors de ma propre vie. Ce n'était pas comme ça, il a essayé. C'était exactement comme ça. Je me suis levé, j'ai pris ma tasse. 30 jours, Maxime, et si j'étais toi, je commencerais déjà à chercher un appartement. Parce qu'au jour 31, je change la serrure. J'allais sortir de la cuisine quand il a dit, la voix désespérée, « Monsieur Mercier m'a appelé. » Je me suis arrêté. Il a programmé une réunion pour lundi. Il a dit, sa voix s'est brisée. Il a dit qu'il devait réévaluer ma promotion. Je me suis tourné lentement. « Papa, je vais tout perdre. Le poste,
la crédibilité, la réputation dans l'entreprise. Tout le monde va savoir. Tous ceux qui étaient à ce dîner vont en parler. Et c'est tout, j'ai dit. Ta carrière? Il m'a regardé comme si je l'avais giflé. Ta carrière? J'ai répété. Ta carrière que tu as construite avec l'argent que j'ai gagné, l'université que j'ai payée, la voiture que j'ai achetée pour que tu n'arrives pas au stage en métro, l'appartement que j'ai financé pour que tu aies ton indépendance. J'ai fait un pas vers lui. Ta carrière, mon fils, a été construite sur mon sacrifice, et tu as eu l'audace d'avoir honte de moi. Je n'ai pas eu honte de toi, il a crié en se levant. J'ai eu honte de la situation. Tu ne comprends pas la pression au travail, les attentes, le besoin de paraître prospère. Je ne comprends pas. Ma voix est sortie plus forte que je ne l'avais prévu. Je ne comprends pas la pression, moi qui suis devenu veuf à 30 ans avec un fils de 8 ans. Moi qui me réveillais à 5 heures du matin et me couchais à minuit pour faire grandir l'entreprise. Moi qui cousais jusqu'à ce que mes doigts saignent parce que j'avais des factures à payer et une bouche à nourrir. Il est resté silencieux. Tu penses que je ne ressentais pas de pression? Que je ne voulais pas abandonner? Qu'il n'y avait pas de jour où je regardais la machine à coudre et pensais « Je n'en peux plus ». Ma voix tremblait maintenant. Mais je ne pouvais pas abandonner. Parce que je t'avais, toi. Parce que j'avais promis à ta mère, à ses funérailles, que tu aurais tout ce qu'on n'avait pas eu. J'ai essuyé une larme qui insistait pour tomber. Et j'ai tenu parole. Je t'ai donné de l'éducation, du confort, des opportunités. Je t'ai tout donné. J'ai respiré profondément. Mais je ne t'ai pas enseigné la chose la plus importante, la gratitude. Maxime pleurait silencieusement maintenant, les larmes coulant sans bruit. Alors non, j'ai continué plus calmement. Je n'ai pas pitié de ta carrière. Tu vas devoir reconstruire comme j'ai reconstruit quand j'ai perdu ta mère. Tu vas devoir travailler dur comme j'ai travaillé dur. Tu vas devoir prouver ta valeur comme j'ai prouvé la mienne. J'ai marché jusqu'à la porte de la cuisine. Je me suis arrêté sans regarder en arrière. Et qui sait, dans le processus, tu apprendras peut-être ce que signifie vraiment conquérir quelque chose sans que papa paie la facture. Je suis monté les escaliers. Derrière moi, j'ai entendu le son de lui qui s'effondrait. Pas un pleur délicat. Un pleur de quelqu'un qui a finalement compris l'ampleur de sa bêtise. Mais je ne suis pas revenu. Je suis entré dans ma chambre, j'ai verrouillé la porte, je me suis assis sur le lit et pour la première fois en 3 semaines, j'ai vraiment souri. Parce que je l'avais fait. J'avais imposé des limites, j'avais montré que vieux ne signifie pas faible, que père ne signifie pas paillasson. J'ai pris mon téléphone. Il y avait un message de Maître Leclerc. Monsieur Dubois, les papiers de la fondation ont été approuvés. L'enregistrement est sorti aujourd'hui. Félicitations, vous êtes officiellement fondateur et président de la fondation Marguerite Moreau. J'ai regardé la photo de Marguerite sur ma table de nuit, cette vieille photo un peu décolorée où elle sourit, tenant Maxime bébé. J'ai réussi, mon amour, j'ai murmuré. Notre fils va apprendre de la manière difficile, mais il apprendra. Et je le croyais. Parce que je ne détruisais pas mon fils, je le sauvais. Parfois, l'amour signifie lâcher prise, signifie laisser tomber, signifie dire non. Et pour la première fois de ma vie, j'avais dit non à Maxime. Ce n'était pas de la vengeance, c'était de la justice. Et la justice, j'avais appris, fait souvent mal avant de guérir. Sim, vous continuâtes exactement d'acquis. Les jours suivants ont été étranges. Maxime et Julien restaient dans leur chambre la plupart du temps. Ils sortaient tôt, rentraient tard. Quand on se croisait dans la cuisine ou le couloir, ils détournaient le regard. Julien a essayé de me parler une fois. C'était le mercredi, 3 jours après le dîner désastreux. « Monsieur Dubois, vous ne pensez pas que vous exagérez? Maxime a fait une erreur, je sais, mais l'expulsion, lui retirer tout. » Je l'ai regardé, vraiment regardé. Julien avait toujours été beau, bien élevé, le gendre que n'importe quel beau-père aimerait avoir. Mais à ce moment-là, j'ai vu ce qu'il était vraiment. Un homme habitué à ce que tout soit résolu pour lui. Un homme qui n'avait jamais affronté de vraies conséquences. « Julien, » j'ai dit calmement, « je ne lui ai rien retiré. J'ai juste arrêté de donner.
Il y a une différence. Il a ouvert la bouche pour argumenter, mais j'ai continué. Pendant des années, j'ai donné la maison, la nourriture, le confort. Vous viviez ici temporairement depuis combien de temps déjà? Ah oui, 2 ans et demi. Temporaire de 2 ans et demi. J'ai croisé les bras. Combien de fois avez-vous proposé de payer un loyer, de partager les factures, d'acheter de la nourriture? Il est devenu rouge. On aidait. Aidait comment? Dis-moi une chose concrète que vous avez faite pour cette maison ces 2 dernières années. Silence. Alors ne viens pas me parler d'exagération. Je ne fais que réclamer le loyer que vous n'avez jamais payé. La différence, c'est que je le réclame en dignité. Il est sorti sans répondre. Le vendredi, 1 semaine après le dîner, Maxime a reçu l'appel. J'étais dans ma chambre en train de travailler sur mon ordinateur portable. J'avais une réunion en ligne avec des fournisseurs. Quand j'ai entendu le cri venant d'en bas, « Non, ça ne peut pas arriver !» J'ai fermé l'ordinateur, je suis descendu lentement. Maxime était dans le salon, le téléphone encore à la main, le visage complètement blanc. Julien était à côté de lui, tenant ses épaules comme s'il allait s'effondrer. « Qu'est-ce qui se passe ?» J'ai demandé depuis la porte. Il m'a regardé, et dans ce regard, il y avait tellement de haine que j'ai presque reculé. « Tu savais ?» Ce n'était pas une question, c'était une accusation. « Tu savais et tu ne me l'as pas dit. » Savez quoi? La promotion, Monsieur Mercier a appelé. Il a dit qu'en raison de questions de conduite personnelle incompatibles avec les valeurs de l'entreprise, ils ont décidé... Il s'est étranglé. Décidé d'annuler ma promotion. Je retourne analyste senior. Le salaire retourne à 7 100 €. 7 500 €, la moitié de ce qu'il aurait gagné comme directeur régional. Et tu penses que je savais? J'ai demandé. Tu as orchestré ça, il a crié. Tu m'as humilié devant mon patron exprès. Tu savais que ça allait arriver. Non, ma voix est sortie ferme. Je ne savais pas. Mais ça ne me surprend pas non plus. Maxime, tu as traité ton propre père comme une ordure devant 15 personnes. Qu'est-ce que tu pensais qu'il allait se passer? Que les gens allaient t'applaudir? Julien a essayé d'intervenir. Monsieur Dubois, mais c'est professionnel. On ne devrait pas mélanger. Je me suis tourné vers lui. Tu travailles où, Julien? Chez Bertrand & Associés, cabinet d'avocats d'affaires. Et si ton associé découvrait que tu prévois d'interner ton beau-père pour voler son héritage, tu penses que tu resterais au cabinet? Il est resté muet. Le caractère n'est pas quelque chose qu'on allume et qu'on éteint selon l'environnement. Le caractère, c'est qui tu es quand personne ne regarde. Et Monsieur Mercier a vu exactement qui vous êtes. Maxime a jeté le téléphone sur le canapé. Tu as détruit ma vie. Non, mon fils, tu as détruit ta propre vie quand tu as décidé que j'étais jetable. C'est là qu'il a explosé. Jetable! Je t'ai offert une bonne place, un endroit où tu serais soigné, où tu n'aurais plus à t'inquiéter de rien. Une maison de retraite, j'ai crié en retour. Tu allais m'enfermer dans une maison de retraite à 68 ans, en parfaite santé, juste pour garder ma maison. C'était pour ton bien. C'était pour ton portefeuille. Ma voix a résonné dans le salon. Ne me mens pas, et pire, ne te mens pas à toi-même. Je vous ai entendu planifier. J'ai entendu Geneviève faire les calculs. 5 000 € par mois de soins contre 1,2 million d'immobilier. Les chiffres étaient très clairs. Il tremblait de colère maintenant. Ok. Tu veux la vérité? La vérité? Il respirait fort. J'en ai marre. Marre d'être le fils du pauvre type devenu veuf. Marre d'entendre comment tu as travaillé dur, comment tu t'es sacrifié, comment tu as tout abandonné pour moi. Chaque mot était un coup de couteau. Je n'ai pas demandé que tu fasses ça. Je n'ai pas demandé que tu te tues au travail. Tu as choisi ça. Et maintenant tu me le jettes à la figure comme si je devais toute ma vie à toi. Le silence qui est tombé était si dense que je pouvais sentir son poids sur mes épaules. Alors c'est ça. Ma voix est sortie basse, dangereusement basse. Tu penses que j'ai choisi d'être veuf à 30 ans, que j'ai choisi de t'élever seul,
que je voulais travailler jusqu'à ce que mes os me fassent mal? Il n'a pas répondu. J'ai fait ce qui devait être fait, ce que n'importe quel père ferait. Et oui, je me suis sacrifié, parce que c'est ce que font les parents, Maxime. Ils se sacrifient, pas pour réclamer après, pour voir leurs enfants heureux. J'ai essuyé une larme qui est tombée avant que je puisse la retenir. Mais tu sais quelle est la différence entre sacrifice et martyr? Le martyr attend une récompense. Le sacrifice attend juste de la reconnaissance. J'ai fait une pause. Tu n'avais pas besoin de me rendre quoi que ce soit. Tu avais juste besoin de ne pas me cracher au visage. Maxime pleurait maintenant. Mais c'était des pleurs de colère, pas de repentir. Tu veux de la reconnaissance? Voilà, merci papa, merci d'avoir tout payé, merci de t'être tué au travail, merci de m'avoir étouffé avec ton sacrifice toute ma vie. Satisfait. Chaque mot est sorti venimeux, sarcastique, cruel, et c'est à ce moment-là que j'ai compris. J'ai compris que mon fils n'allait pas changer, pas maintenant, peut-être jamais. 30 jours, j'ai dit. Quoi? 30 jours, pas 45. Je veux que vous soyez partis d'ici dans 30 jours. Je vais appeler l'avocat aujourd'hui encore. Tu ne peux pas faire ça. Je peux et je vais. Je me suis tourné pour partir, mais j'ai regardé en arrière une dernière fois. Et Maxime, à propos de ta promotion, ce n'est pas moi qui ai détruit ta carrière. C'était tes choix, ton arrogance, ton mépris. Monsieur Mercier a juste vu ce que j'ai vu il y a longtemps. Tu n'es pas prêt à diriger qui que ce soit, parce que les leaders respectent les gens. Et toi, tu ne respectes même pas celui qui t'a donné la vie. Je suis monté les escaliers. Derrière moi, j'ai entendu Maxime crier. J'ai entendu quelque chose se casser. Probablement qu'il a jeté quelque chose contre le mur. J'ai entendu Julien essayer de le calmer. Mais je ne suis pas revenu. Je suis entré dans ma chambre, j'ai verrouillé la porte, j'ai pris le téléphone et j'ai appelé Maître Leclerc. « Maître, pouvez-vous avancer l'expulsion à 30 jours ?»« Je peux. Mais vous êtes sûr? Ça va rendre les choses plus tendues. J'en suis sûr. Plus vite ils partent, mieux ce sera. » J'ai raccroché, je me suis assis sur le lit et j'ai pleuré. Pas de regret, mais de deuil. Deuil pour le fils que je pensais avoir élevé. Pour la relation que je pensais qu'on avait. Pour la famille qui n'a jamais vraiment existé. Parfois, la vérité la plus douloureuse n'est pas de découvrir que quelqu'un vous a trahi. C'est de découvrir que vous n'avez jamais vraiment connu cette personne. La deuxième semaine a été pire que la première, bien pire. Maxime a arrêté d'aller travailler. Il a appelé en disant qu'il était malade, stressé, qu'il avait besoin de quelques jours. Mais je connaissais la vérité. Il avait honte. Honte d'affronter les gens qui avaient été à ce dîner. Honte d'affronter Monsieur Mercier après avoir perdu la promotion. Il restait dans sa chambre toute la journée. Julien sortait travailler le matin et rentrait le soir, toujours avec cette tête de quelqu'un qui porte le monde sur ses épaules. Geneviève est apparue le 10e jour. Elle a sonné à la porte à 9 heures du matin. Quand j'ai ouvert, elle était là. Mais pas la Geneviève impeccable d'habitude. Celle-ci avait des cernes, les cheveux attachés en queue de cheval un peu de travers, sans maquillage. « Henri, nous devons parler. » Nous n'avons rien à nous dire. J'ai commencé à fermer la porte, mais elle a mis son pied devant. « S'il vous plaît. » 5 minutes. J'ai soupiré, j'ai ouvert la porte. Elle est entrée à regarder autour de la maison comme si elle la voyait pour la première fois. Ou peut-être la voyait-elle pour la dernière fois. « Maxime ne va pas bien, » elle a dit directement. « Et vous pensez que je ne le sais pas? Non, vous ne comprenez pas. » Geneviève s'est tournée vers moi. « Il ne mange pas, il ne dort pas, Julien est inquiet, je suis inquiète. » Elle a hésité. Il a dit des choses préoccupantes. Mon estomac s'est serré. Quel genre de choses? Que ça ne vaut pas le coup. Qu'il a tout gâché, que ce serait mieux si... Geneviève n'a pas fini la phrase. Pendant une seconde, juste une seconde, j'ai ressenti de la peur. Il a besoin d'aide professionnelle, j'ai dit. Un psychologue, un psychiatre peut-être. Il ne veut pas. Il dit que tout le monde va le savoir, que ça va encore plus tacher sa réputation. Geneviève a fait un pas vers moi. « Henri, vous devez lui pardonner, vous devez arrêter ça. »
Et voilà le vrai motif de la visite. Arrêter quoi? Les limites? Les conséquences? La punition? Geneviève a élevé la voix. Oui, il a fait une erreur. J'ai fait une erreur aussi. J'ai donné de mauvais conseils. Mais bon sang, c'est votre fils, votre unique fils. Exactement. Mon unique fils qui a essayé de m'interner dans une maison de retraite pour voler ma maison. Il n'allait pas voler. Gérer contre ma volonté, sans mon consentement, en m'enlevant mon autonomie, ma dignité, ma vie. Ma voix montait maintenant. Et vous, Geneviève, vous avez été la mentor de tout ça. C'est vous qui avez planté la graine. C'est vous qui avez dit que ce serait mieux pour moi. Alors ne venez pas ici faire votre inquiète. Elle est devenue rouge. J'essayais d'aider. D'aider qui? Moi? Ou votre fils qui allait économiser un loyer en vivant dans la maison qui allait devenir la leur? Geneviève a ouvert la bouche. La fermer. Elle n'avait pas de réponse. Vous savez quel est le problème avec les gens comme vous? J'ai continué. Vous pensez que vous pouvez contrôler la vie des autres? Que vous savez ce qui est mieux pour tout le monde? Que vous pouvez manipuler, suggérer, planter des idées et ensuite vous laver les mains en disant « j'essayais juste d'aider ». Elle tremblait maintenant. De colère ou de honte, impossible à dire. Mais la vérité, j'ai dit plus calmement, c'est que vous avez peur. Peur de vieillir, peur de perdre le contrôle, peur de devenir cette vieille personne qu'on met dans une maison de retraite pendant que les enfants gardent l'héritage. J'ai fait une pause. Alors vous projetez, vous me regardez et vous voyez votre propre avenir. Et vous essayez de convaincre mon fils que c'est normal, que c'est la bonne chose, que c'est pour son bien. Des larmes ont commencé à couler sur son visage, sans bruit, juste des larmes silencieuses. Vous vous trompez, elle a murmuré. Je ne suis pas comme ça. Alors prouvez-le. J'ai pointé la porte. Sortez d'ici. Laissez mon fils apprendre de ses propres erreurs. Laissez-le grandir, parce que tant que vous êtes là à le protéger des conséquences, il ne mûrira jamais. Geneviève est restée immobile pendant un long moment. Puis, sans rien dire de plus, elle est sortie. J'ai fermé la porte, j'ai respiré profondément, et c'est là que j'ai entendu le bruit. Ça venait de l'étage, de la chambre de Maxime. C'était des pleurs, pas ces pleurs rageux d'avant. C'était un pleur brisé, désespéré. Je suis monté les escaliers lentement. La porte de sa chambre était entr'ouverte. J'ai regardé à l'intérieur. Maxime était recroquevillé sur le lit, serrant ses genoux. La chambre était un désordre. Vêtements éparpillés, tiroirs ouverts, cartons de déménagement à moitié remplis. Il m'a vu, n'a pas essayé de cacher ses pleurs. « J'ai tout perdu », il a dit, la voix rauque. « Mon travail, ma réputation, ma maison, tout. Ah, je n'ai pas répondu, je suis juste resté à la porte. Tu es content? C'est ce que tu voulais? Me voir détruit? Non. Ma voix est sortie plus douce que je ne l'espérais. Ce n'est pas ce que je voulais. Alors pourquoi? Pourquoi tu fais ça? Je suis entré dans la chambre, je me suis assis au bord du lit, gardant encore mes distances, parce que tu devais tomber pour apprendre à te relever. J'ai regardé vers lui. Maxime, tu as passé toute ta vie avec un filet de sécurité. L'université, je l'ai payé. La voiture, je te l'ai donnée. L'appartement, je l'ai acheté. Chaque fois que tu tombais, j'apparaissais pour te retenir. Et tu n'as jamais appris à te relever tout seul. Alors tu m'as laissé tomber exprès. Je t'ai laissé sentir le poids de tes choix. Il y a une différence. Il a essuyé son visage avec le dos de sa main. Je ne sais pas quoi faire maintenant. Je ne sais pas comment réparer ça. Tu commences, j'ai dit, en acceptant la responsabilité, en ne mettant pas la faute sur Geneviève, sur Julien, sur moi. Tu te regardes dans le miroir et tu dis « J'ai fait une erreur ». Et ensuite, tu décides qui tu veux être à partir de maintenant. Il est resté silencieux pendant un long moment. « Et si je n'y arrive pas? Et si je ne suis pas fort comme toi? Tu es plus fort que tu ne le penses. Tu n'as juste jamais eu besoin d'utiliser cette force parce que j'étais toujours là pour utiliser la mienne. » Je me suis levé. « Mais maintenant tu vas devoir découvrir. » J'allais sortir quand il a parlé, si bas que j'ai presque pas entendu. « Pardon. » Je me suis arrêté à la porte. Je ne me suis pas retourné. Je sais qu'il est déjà trop tard. Je sais que tu ne vas pas me pardonner. Mais pardon. Pour tout.
Ça restait suspendu dans l'air, cette demande de pardon. Était-ce sincère? Était-ce du désespoir? Était-ce de la manipulation de dernière minute? Je ne savais pas. Et à ce moment-là, ça n'avait pas d'importance. 20 jours, j'ai dit. Vous avez encore 20 jours. Utilise ce temps pour t'organiser, pour penser à ce que tu veux vraiment et qui tu veux être. Et je suis sorti de la chambre. Mon cœur était serré. Mes mains tremblaient. Parce que même si je voulais être fort, même si je savais que je faisais ce qui était juste, c'était toujours mon fils. Et une partie de moi saignait encore pour lui. Mais saigner ne signifiait pas céder. Ça signifiait juste que j'étais encore humain. 3 mois se sont écoulés depuis que Maxime et Julien ont quitté ma maison. Leur déménagement a été silencieux. Un samedi matin froid, un camion de déménagement s'est arrêté devant. Ils ont emporté les meubles de la chambre, les vêtements, les objets personnels. Ils n'ont rien pris qui m'appartenait. Ils n'ont même pas essayé. Maxime est descendu les escaliers pour la dernière fois, portant un carton de vieilles photos. Il s'est arrêté à la porte, m'a regardé. « Au revoir, papa. Juste ça, pas d'étreinte, pas de larmes. Juste un au revoir sec. Prends soin de toi, j'ai répondu. Et ils sont partis. Je suis resté seul dans cette grande maison pour la première fois en 2 ans et demi. Le silence était si absolu que je pouvais entendre l'horloge du salon marquer les secondes. J'ai marché dans les pièces vides. La chambre qui avait été la leur n'était plus qu'un espace avec des marques de meubles sur le sol. La salle à manger avait toujours cette sensation lourde du dîner désastreux, même après 3 mois. Je me suis assis sur le canapé, j'ai regardé autour et j'ai pensé « Et maintenant ?» La réponse est venue plus vite que je ne l'espérais. Le lundi suivant, j'ai mis la maison en vente. 3 agences sont venues évaluer. Les valeurs variaient entre 1,15 et 1,3 millions d'euros. J'ai conclu avec celle qui a offert 1,25 millions et m'a promis de la discrétion. Monsieur Dubois, l'agent immobilier, a dit « Une maison comme celle-ci dans ce quartier va se vendre vite, 1 mois maximum. » Elle avait raison. Ça a pris 3 semaines. Un jeune couple avec 2 petits-enfants. Lui était médecin, elle professeure d'université. Ils ont regardé chaque pièce avec cette lueur dans les yeux de quelqu'un qui réalise un rêve. « C'est parfait !» La femme a dit en souriant. On peut sentir que c'était une maison heureuse. « C'était ?» J'ai voulu demander. Mais j'ai juste souri et hoché la tête. Nous avons signé les papiers un mardi pluvieux. L'argent est arrivé sur mon compte 2 jours plus tard. 1,25 million d'euros. Assis à la banque, regardant ce chiffre sur l'écran de l'ordinateur, je n'ai pas ressenti de joie. Je n'ai pas ressenti de tristesse, j'ai ressenti du soulagement. Comme promis, j'ai divisé la valeur. 625 000 € pour des institutions caritatives. J'en ai choisi 3. Un refuge pour personnes âgées abandonnées, une maison de soutien pour veufs en situation de vulnérabilité et un programme d'alphabétisation pour hommes de plus de 50 ans. Le reste, 625 000 €, je l'ai placé dans un placement conservateur qui me donnait environ 4 500 € par mois de rendement. Ajouté aux 15 000 de l'entreprise, j'avais 19 500 € mensuels. Plus que suffisant. J'ai trouvé un bel appartement dans une résidence neuve. 10e étage, vue sur le parc. 2 chambres, 2 salles de bain, balcon agréable. Loyer de 2 500 €, charges comprises. Je l'ai meublé avec soin. Canapé confortable plutôt que beau. Petite table pour 2 personnes. Je n'avais pas besoin de plus. Nouveau lit. Bon matelas pour mon corps qui se plaignait déjà de 68 ans de travail dur. Et j'ai apporté les rideaux en lin beige d'Odette. Je les ai fait ajuster à la taille des nouvelles fenêtres. Ils étaient parfaits dans le salon, filtrant la lumière de l'après-midi. Populaire, Geneviève avait dit. Mais pour moi, c'était de la mémoire. C'était des racines. C'était la preuve que la tradition ne vieillit pas mal. Ce sont les gens qui ne savent pas donner de la valeur. L'atelier Dubois continuait à croître. La fondation que j'avais créée aidait déjà 17 hommes à ouvrir de petites entreprises. Il y avait un tailleur à Lyon, un boulanger à Marseille, un menuisier à Bordeaux. Tout veuf, tous recommençants. Je visitais la fondation chaque semaine, je parlais avec les hommes, j'écoutais leurs histoires. Certains me rappelaient moi-même il y a 30 ans.
Effrayé, perdu, mais déterminé. Vous êtes une inspiration, un d'eux m'a dit. Laurent, 34 ans, 2 enfants, veuf depuis 6 mois. Je ne suis pas une inspiration. Je suis un survivant, j'ai répondu. Comme tu vas l'être. Et il l'a été. 3 mois plus tard, sa petite boutique de réparation de vélos se payait déjà elle-même. Mais tout n'était pas rose. Il y a eu des jours où je me suis réveillé dans le nouvel appartement et j'ai oublié où j'étais. Je cherchais le long couloir qui menait à mon ancienne chambre. Le silence différent me dérangeait. Il y a eu des nuits où je regardais mon téléphone en attendant un message de Maxime qui n'arrivait jamais. Il y a eu des moments où je me surprenais à cuisiner trop de nourriture, comme s'il y avait encore plus de gens à nourrir. La solitude a du poids. Et je portais ce poids tous les jours. Je me suis lié d'amitié avec la voisine de l'appartement d'à côté, Madame Françoise, 72 ans, veuve depuis 10 ans. On prenait le café ensemble l'après-midi, on parlait de la vie, on partageait les douleurs de l'âge. « Vous avez bien fait », elle m'a dit un jour quand je lui ai raconté toute l'histoire. « Un enfant n'est pas propriétaire de son parent, et on n'est pas des paillassons. » Mais ça fait mal, j'ai admis. Bien sûr que ça fait mal. L'amour fait toujours mal, quand il faut choisir entre l'autre et soi-même. Elle a tenu ma main. Mais la douleur passe, le regret, non. Et elle avait raison. Un jour, 2 mois après le déménagement, j'étais au supermarché quand j'ai vu Maxime. Il était dans le rayon des produits de nettoyage, comparant les prix de liquide vaisselle. Habillé simplement. Jean et chemise blanche. Pas de maquillage élaboré, cheveux attachés en chignon pratique. Mon cœur s'est emballé. Je suis resté paralysé. C'est alors qu'il m'a vu. Nos yeux se sont croisés. Pendant 3 secondes complètes, aucun de nous n'a bougé. Puis il a détourné le regard, a pris le liquide vaisselle le moins cher, l'a mis dans son chariot et est parti vers un autre rayon. Il ne m'a pas parlé, n'a pas fait signe. Il a juste continué. Je suis resté là, tenant mon propre chariot, sentant ma poitrine se serrer. Il m'avait vu, il m'avait reconnu et il avait choisi de continuer. C'était ce que je voulais, non ? Qu'il apprenne à vivre sans moi. Alors pourquoi ça faisait si mal? J'ai payé mes courses en automatique, j'ai conduit jusqu'à la maison, je suis monté à l'appartement et j'ai pleuré. J'ai pleuré pour le fils que j'avais perdu, pour la relation qui ne serait jamais plus la même, pour la famille qui s'était brisée. Mais j'ai aussi pleuré de soulagement, parce que Maxime était vivant, il était debout, il faisait des courses, il comparait les prix, il vivait, il apprenait. Et peut-être, juste peut-être, qu'un jour il comprendrait que parfois, le plus grand amour qu'un père peut donner, c'est avoir le courage de dire non. Un an entier s'est écoulé depuis ce dîner qui a tout changé. Je m'étais habitué à ma nouvelle vie. Le petit appartement était devenu mon foyer. Les matins de café avec Madame Françoise étaient devenus routine. La fondation prospérait. C'était déjà 32 hommes qui étaient aidés. L'atelier du bois venait de conclure un gros contrat avec une chaîne nationale. Mon compte en banque était plus sain que jamais. Mon corps, étonnamment aussi. Sans le stress constant, ma tension s'était normalisée. Je dormais mieux. Je riais plus. C'était un mardi après-midi quand mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. J'ai répondu avec prudence. « Allô, papa ?» La voix était hésitante, fragile. Mon cœur s'est arrêté. « Maxime. » « Oui, c'est moi. » Silence. Respiration lourde de l'autre côté. « Tu peux parler, juste quelques minutes? Si tu ne peux pas, je comprends. » « Je peux parler. » Autre silence, plus long. « J'ai besoin de te voir en personne. Il y a des choses que je dois te dire. » Sa voix s'est brisée un peu. « S'il te plaît. » J'ai fermé les yeux. Toutes les blessures que je pensais cicatriser ont commencé à élancer à nouveau. « Où ? » « Ce café près du parc Monceau. Tu connais ? » Je connais. « Demain, 15 heures. Tu peux ? » Je peux. « Merci papa, merci d'avoir répondu. » Il a raccroché. Je me suis assis sur le canapé, les mains tremblantes. Madame Françoise, qui était dans mon salon en train de prendre le thé, m'a regardé inquiète. « Qui c'était ? » ?»« Mon fils, il veut parler. »« Et vous voulez ? » ?»« Je ne sais pas. » J'ai regardé mes mains.
Une partie de moi veut l'embrasser et faire comme si rien ne s'était passé, mais l'autre partie... J'ai fait une pause. L'autre partie saigne encore. Alors allez, écoutez ce qu'il a à dire, et ensuite vous décidez. Le lendemain après-midi, je suis arrivé au café 5 minutes en avance. J'ai commandé un thé à la camomille et je me suis assis à une table dans le coin, dos au mur. Position stratégique. Je pouvais voir la porte. Maxime est arrivé à l'heure exacte, 15 heures. Quand il est entré, j'ai été choqué. Il avait changé. Les cheveux étaient plus courts, à hauteur d'épaule, sans teinture, laissant apparaître quelques fils gris naturels. Il n'avait que 35 ans, mais quelques cheveux blancs commençaient déjà à pointer aux tempes. Vêtements simples, rien de marque. Jeans délavés, chemise en coton clair, baskets confortables. Mais ce qui a le plus attiré l'attention, c'était le ventre. Il était enceint. Environ 5 mois d'après la taille, nos yeux se sont croisés. Il a hésité à la porte, puis a marché jusqu'à ma table. « Salut, papa. »« Salut. » Il s'est assis, a mis son sac sur ses genoux, puis a changé d'avis et l'a posé par terre. Nerveux. « Tu vas bien ?» J'ai demandé parce qu'il fallait bien que quelqu'un brise le silence. « Ça va. Je pense que ça va. » Il a forcé un sourire. « Tu as l'air différent, plus léger. Vivre sans poids aide. » Il s'est recroquevillé comme s'il avait reçu une gifle. « Désolé, c'était grossier. »« Non, c'était la vérité. » Maxime a respiré profondément. « Papa, je ne suis pas venu ici pour te demander de me pardonner, ni pour revenir sur tout ce qui s'est passé. Je sais que ce n'est pas possible. Je sais que j'ai tout détruit. » Je suis resté silencieux. J'attendais. Je suis venu parce que j'ai besoin de te dire certaines choses et parce que... Il a mis sa main sur son ventre instinctivement. Parce que je vais être père et je suis terrifié. Pourquoi ? Parce que je ne sais pas si je vais y arriver. Je ne sais pas si je vais être bon dans ça et parce que les larmes ont commencé à tomber. Parce que je regarde ce ventre et je pense à tout ce que tu as fait pour moi et comment j'ai tout jeté. Il a essuyé son visage avec le dos de sa main dans un geste si semblable au mien que ça m'a fait mal. Après que j'ai quitté ta maison, tout s'est effondré. J'ai perdu la promotion, tu le sais déjà. Je suis resté 6 mois comme analyste senior. Tout le monde me regardait de travers, commentait, c'était humiliant. Il a pris la serviette de la table et l'a tordue entre ses doigts. Julien et moi, on est retournés dans l'appartement que tu avais acheté. On a découvert qu'il y avait des impôts fonciers en retard de 12 000 €. On a dépensé toutes nos économies pour payer. L'appartement est à votre nom, j'ai dit. C'était votre responsabilité. Je sais, mais à l'époque, je pensais que tu allais continuer à tout payer pour toujours. Il a laissé échapper un rire amer. Quel idiote j'étais, hein? Je n'ai pas répondu. Geneviève a arrêté de me parler. Elle a dit que j'avais embarrassé la famille. Julien et moi, on a failli se séparer. On se disputait tous les jours, il me blâmait, je le blâmais, tout le monde blâmait tout le monde. Il s'est arrêté, a demandé un verre d'eau à la serveuse qui passait. Et puis, il y a 4 mois, j'ai découvert que j'étais enceint. Il a regardé son ventre à nouveau, et je suis entré en panique. Parce que j'ai regardé ce que ma vie était devenue, et j'ai pensé, comment je vais élever un enfant comme ça ? Comment allez-vous financièrement ? J'ai demandé pragmatique, serré, très serré. Julien gagne 7 000 au cabinet. J'ai changé d'entreprise, je gagne maintenant 7 500. Ensemble, 14 500. Après les déductions, 11 000. L'appartement a des charges de 800 et des impôts de 250. Il reste peu. Il comptait sur ses doigts, comme je le faisais quand il était enfant et que j'expliquais le budget du mois. On a vendu les voitures, les deux. Maintenant, on utilise les transports en commun. Il m'a regardé, comme tu le faisais quand j'étais petit. Tu te souviens ? Je me souvenais. Le métro bondé à 7 heures du matin. Lui assis sur mes genoux en allant à l'école. Et tu sais ce que j'ai découvert ? Il a continué. Que ce n'est pas la fin du monde de ne pas avoir de voiture. Je veux dire, on économise l'essence, le parking, l'entretien, et j'ai du temps pour penser dans le métro, du temps que je n'avais pas avant. Penser à quoi ?
à toi, à tout ce que tu as fait. À comment je n'ai jamais pris le temps de te remercier. Les larmes sont revenues, mais il ne les a pas essuyées cette fois. Il les a laissées tomber. Papa, j'ai été un fils horrible. Horrible. Et je n'ai pas d'excuse. Je ne peux pas mettre la faute sur Geneviève. Je ne peux mettre la faute sur personne. C'était moi, mes choix, mon arrogance. Il a pris ma main par-dessus la table. Je n'ai pas retiré la mienne. Mais je n'ai pas non plus rendu la pression. Je te demande pardon pour de vrai. Pas parce que je veux que tu me pardonnes, mais parce que tu mérites de l'entendre. Tu mérites de savoir que j'ai compris. Ça a pris du temps, ça a fait mal, mais j'ai compris. J'ai regardé sa main tenant la mienne. Elle était plus petite que la mienne, plus douce, sans les callosités de tant de travail. Qu'est-ce que tu as compris, Maxime? Que tu ne me devais rien, que chaque chose que tu as faite était ton choix, par amour, que j'ai transformé l'amour en obligation dans ma tête pour ne pas avoir à me sentir reconnaissant. Il a sangloté, et que j'ai failli commettre la même erreur que j'avais juré de ne jamais commettre. Quelle erreur? Sous-estimer quelqu'un que j'aime. Nous sommes restés en silence, le bruit du café autour de nous. Conversation, tasse qui teinte, machine à café qui siffle. Tu vas lui pardonner? J'ai demandé en pointant son ventre. Quand il fera une erreur avec toi, quand il te décevra, je vais essayer. Alors essaie avec moi aussi. Il a levé la tête, les yeux écarquillés. Je ne dis pas qu'on va redevenir ce qu'on était, j'ai continué, parce que ce n'est pas possible. On n'était pas sain avant, Maxime. Je t'ai étouffé avec mon sacrifice. Tu m'as étouffé avec ton ingratitude. On est brisé. J'ai fait une pause. Mais ce qui est brisé peut être recollé. Ça laisse juste des cicatrices. J'accepte les cicatrices. Il a serré ma main. J'accepte n'importe quoi si ça signifie t'avoir dans ma vie à nouveau. J'ai respiré profondément. Je l'ai regardé, mon fils, l'homme qu'il devenait. Alors on recommence. Doucement, avec des limites. Tu n'habites pas chez moi, je ne paie pas tes factures, mais on parle, on construit quelque chose de nouveau. Merci, papa. Il a vraiment pleuré maintenant. Merci. J'ai serré sa main en retour. Ce n'était pas un pardon complet, pas encore, mais c'était un début. 6 mois plus tard, je tenais ma petite fille dans mes bras. Léa. 3,2 kilos de nouvelles personnes au monde. Maxime était allongé sur le lit d'hôpital, épuisé mais souriant. Julien, à côté de lui, prenait 1000 photos. « Elle a tes yeux, papa », Maxime a dit. J'ai regardé le petit être minuscule dans mes bras. Elle les avait effectivement, des yeux sombres, expressifs. J'espère qu'elle aura ta force aussi. Maxime a ajouté plus bas. Elle aura sa propre force, j'ai répondu, et tu seras là pour l'aider à la découvrir. J'ai rendu le bébé à Maxime. Je l'ai vu tenir sa fille avec un soin que je reconnaissais, le même soin que j'avais eu avec lui il y a 35 ans. Tu vas faire des erreurs, j'ai dit. Beaucoup d'erreurs. Tous les pères en font. Je sais. Mais si tu te souviens d'une seule chose, souviens-toi de ceci. Le respect n'est pas optionnel. Ni quand elle grandira, ni quand elle ne sera pas d'accord avec toi, ni quand elle te décevra. J'ai fait une pause. Le respect, toujours. Maxime a hoché la tête. Toujours. Je suis sorti de l'hôpital cet après-midi-là avec le cœur plus léger. Tout n'était pas résolu. Peut-être que ça ne le serait jamais. Mais il y avait de l'espoir, et parfois l'espoir suffit. C'était mon histoire, l'histoire d'un homme qui a dû dire non pour enseigner ce qu'est un vrai oui. J'ai appris que l'amour sans limite n'est pas de l'amour, c'est de l'annulation de soi. Que la famille n'est pas celle qui t'accepte en étant un paillasson, mais celle qui te respecte en étant entier. Et que parfois, la chose la plus difficile et la plus courageuse qu'on puisse faire, c'est se choisir soi-même. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, si cette histoire a touché quelque chose en vous, laissez un commentaire en nous disant d'où vous regardez, ce que vous auriez fait à ma place, si vous avez vécu quelque chose de similaire.
Et abonnez-vous à la chaîne Les Conseils de Papy pour suivre plus d'histoires vraies d'hommes qui ont choisi leur propre dignité. Parce que chaque fois que l'un de nous lève la tête et dit « Non, ce n'est pas juste », on ouvre la voie pour que d'autres fassent de même. Et au final, on n'est pas seul. On ne l'a jamais été. Un grand salut et à la prochaine histoire. N'oubliez pas de vous abonner à Les Conseils de Papy, de mettre un like et de nous dire en commentaire d'où vous regardez cette histoire. Partagez si cette histoire vous a touché, car chaque fois qu'un d'entre nous lève la tête et dit « Non, ce n'est pas juste », on ouvre la voie pour que d'autres fassent de même. Et au final, on n'est pas seul. On ne l'a jamais été. Un grand bonjour et à la prochaine histoire.